Attention, cette fiction se passe dans le sombre univers de Warhammer 40 000, et dans la société plus sombre encore des Eldar Noirs, ou Drukhari, de cruels pillards se nourrissant de la souffrance des plus faibles. Il y est abordé de nombreux sujets sensibles, tels que la violence physique et psychologique, la torture et autres actes sadiques. Cette œuvre s'adresse donc à un public averti et adulte. Les chroniques de l'alarme de Ronce. Épisode 8. Une fin sans fin. Lors du précédent épisode, Sharktan a bu la fiole d'essence d'agonie en intégralité. Après des semaines de souffrance extrême et de rêves fiévreux lui faisant revivre les pires souvenirs des malheureux consumés par la plante, il a enfin repris conscience, scellant ainsi le pacte avec les mandragores. Sharktan découvre alors sa cabale bien différente d'avant son réveil. Sharktan piqua de sa fourchette dans un morceau de viande épicée dans son assiette. Sa main tremblait encore, mais il luttait pour ne pas le montrer. La douleur en lui ne cessait pas, mais il arrivait à s'en nourrir. Quelque chose avait drastiquement changé en lui. Il était mort pendant cette expérience, plusieurs fois. Mort physiquement, via de multiples arrêts cardiaques, mais aussi mort spirituellement, si l'on peut dire, en revivant les souvenirs les plus douloureux de ceux qui avaient été distillés par la plante, y compris leurs tout derniers instants. Lorsqu'on infectait des captifs avec la nervifage rubeus, celle-ci se développait en consommant le système nerveux, produisant une douleur extrême dont elle se nourrissait. Une fois à maturité, elle s'attaquait au cerveau et ingérait neurone après neurone. C'est à ce moment qu'on pouvait la récolter, et, via des procédés alchimiques complexes et à la limite de la magie, la transformer en l'essence d'agonie consommable. La plante avait alors conservé jusqu'au souvenir de la mort de son porteur, de ses derniers moments de souffrance, de ses derniers moments de lucidité, lorsqu'il avait compris qu'il mourrait ainsi consommé par cette dernière. Dans la fiole qu'il avait consommée résidaient les souvenirs de dizaines de porteurs, et donc la mémoire de dizaines de trépas. Sharktan les avait tous vécus, encore et encore, parfois des centaines de fois. Il avait senti les griffes de Slaanesh rôdant autour de son âme, comme un vautour qui suit un animal qui se vide de son sang. Et il l'avait repoussé. Il avait trouvé la force en lui de se nourrir de sa propre souffrance. Son ego avait été plus fort que la mort. Son ambition l'avait sorti de sa propre agonie. Il porta la viande à ses lèvres. Elle était tendre et parfumée, sûrement la chair d'un enfant ou d'un adolescent d'une race inférieure quelconque. Pourtant, cela le dégoûta, car tout en lui était encore source de souffrance. Sa mâchoire lui faisait mal lorsqu'il mâchait. Sa langue brûlait, ses dents semblaient se briser sous la pression. Son nez s'enflammait sous les odeurs. Mais il mâchait résolument et masquait avec effort sa douleur. Il fallait manger, récupérer des forces. Mais surtout, il ne fallait pas montrer de signes de faiblesse aux Drukhari qui l'observaient. Car tout autour de lui, des guerriers Kabalites en armure le contemplaient en silence. Tous avaient enlevé leur casque et une grande partie étaient des inconnus. Ils avaient tous une armure grise, sombre, poussiéreuse et des cheveux verts. Ils l'observaient avec un mélange de curiosité et de crainte. Sharktan gardait sa main gauche sur la crosse de son pistolet. Tous ces nouveaux venus l'inquiétaient. Certes, ils le considéraient tous comme le roi souffrant, un puissant archon particulièrement dur à tuer et protégé par les mandragores, et le fait qu'il ait arraché la gorge de Sangzu à main nue lors de son réveil avait eu son petit effet. Mais Sharktan n'était pas dupe, et savait que tous l'observaient avec minutie pour évaluer s'ils pouvaient le vaincre et le remplacer. Après une douloureuse mastication, Sharktan avala le morceau de viande. Il se redressa sur sa chaise. Devant lui, des dizaines de captifs étaient ligotés dans des positions douloureuses et gignaient de douleur alors que la plante rongeait lentement leur système nerveux. Ce spectacle était bien plus nourrissant que la viande qu'il consommait. D'ailleurs, il ne savait pas pourquoi il se forçait à manger, comme un enfant malade. Il repoussa l'assiette avec colère. Celle-ci tomba au sol et explosa dans un bruit strident. « Est-ce donc là le mieux que vous avez à m'offrir ?» s'énerva-t-il. 2 douzaines de guerriers Kabalites, une trentaine de captifs, un saccageur et des mandragores. Voilà la totalité de sa cabale. Certes, c'était plus que ce qu'il n'avait jamais commandé, mais la plupart des Kabalites étaient mal équipés, avec des armures incomplètes et des fusils éclateurs de seconde main. À part le canon éclateur de Cosidrion, le blaster de KR-8 et le canon désintégrateur du saccageur, aucune arme lourde. Les munitions étaient comptées, et la nourriture de mauvaise qualité. « Je me sacrifie et mets ma vie en danger pour m'allier aux mandragores. Et je me réveille pour trouver une cabale de clochards !» hurla-t-il en se levant de rage. Les Kabalites autour de lui se redressèrent, un peu inquiets.
Kererut l'observait avec le regard dur, comme déçu, peut-être de ne plus voir aussi souffrant. Hart, dans son coin, l'ignorait, s'affairant au-dessus de la gorge de Sangzu, allongé sur une table de métal froid. Mezranea lui lança un sourire amusé. Shere-Khan eut envie de lui faire sauter la tête d'un tir de blaster, mais il se retint. « Où est l'essence d'agonie promise, Hart ? Je ne vois que des captifs infectés, mais aucune distillation en cours !» Hart lui lança un regard froid dessous son masque de chair. Puis il se remit au travail, blasé. Il répondit tout de même. « La seule plante mature a été transformée en bouture pour réinfecter tous ces captifs. Les premières récoltes pourront avoir lieu dans 3 semaines. Puis la distillation prendra encore au moins 1 mois. Il va falloir être patient, maître Shere-Khan. » Encore une fois, son pistolet le démangea. Sa douleur, sa haine, cela bouillonnait en lui. Il ne savait comment le canaliser. Il hurla. « Patient ! Être patient ! Et rester ici à manger de la viande rassie ! Tu crois que j'ai choisi de défier la mort pour simplement attendre, pour me repaître gentiment de tes captifs infectés ?» Il serra le poing et les dents. La douleur pulsait dans son crâne et tout son corps. Il souffla longuement pour se calmer. « Il nous faut des ressources. Il nous faut des captifs. Des dizaines, des centaines. Suffisamment pour pouvoir en vendre immédiatement. » Il vit les regards changer en face de lui. Il passait de la honte à la crainte, à l'espoir, à l'anticipation. Shere-Khan sut qu'il était temps. Rassembler tout ce qui nous reste comme munitions. On part en raid! Des dizaines de sourires sauvages fendirent les visages des Cabaïdes qui l'observaient. Seul Mezranea fronça les sourcils, l'air perplexe. Shere-Khan la fixa. Ouais, je sais exactement où conduire le tout premier raid de notre cabale. Une proie facile, mal défendue, isolée, un fruit mûr qui n'attend qu'à être récolté. Il grimpa sur la table d'un bond agile, malgré la douleur qui hurlait en lui. Il envoya un coup de pied dans le verre de métal encore sur la table, répandant son liquide rouge sang en tous sens. « Vous m'avez entendu, bande de misérables! Vous voulez piller? Ouais! Vous voulez tuer? Ouais! Alors suivez-moi et présentons la cabale de l'alarme de Ronce à la galaxie. Qu'un fleuve de sang et de larmes abreuve nos sillons. Gloire à la cabale de l'alarme de Ronce! Gloire à Shere-Khan! Hurla Cosidrion, et tous reprirent ce cri en chœur. Debout sur la table, les bras écartés, ses troupes le scandant son nom en boucle, Shere-Khan se mit à sourire. Il pensa, voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. Shere-Khan marchait d'un pas rapide et décidé vers le saccageur. Derrière lui suivait, presque en courant, la frêle Mezranea. Elle était inquiète. Elle dit « Les réparations sont terminées, mais il n'est pas en total état de fonctionnement, monseigneur. Pour cela, il faudrait remplacer certaines pièces endommagées, et nous n'en avons pas les moyens, ni les contacts. » Shere-Khan bondit d'un pont agile sur le pont d'acier. Le vaisseau était froid, éteint, posé directement sur le sol, ce qui était assez inhabituel comme vision. Ces vaisseaux restaient en lévitation en permanence. Ils n'avaient même pas de train d'atterrissage. « Il marche ou pas ?» gronda l'Archon. « Oui, mais... » « Alors quoi ?» Shere-Khan avança jusqu'au poste de pilotage. Il passa sa main au-dessus d'une demi-sphère qui s'illumina d'une lumière verdâtre. Des runes Drukhari apparurent dans l'air au-dessus. Shere-Khan les toucha, pianotant rapidement parmi des commandes, les faisant défiler d'un geste de la main. Il y eut un petit grésillement et l'image tressauta un instant. Mezranea fit un petit geste de la main afin de souligner ce défaut, mais ne dit rien. Alors que Shere-Khan continue de chercher parmi des runes ressemblant toutes à des lames tranchantes hérissées de pointes. Une constellation apparut soudainement. D'un geste des doigts, il zooma sur une petite sphère. Une lune orbitant une des plus grosses planètes. Il zooma encore. C'était une petite orbe de terre sombre, constellée d'énormes cratères. Il zooma encore.
Sur le bord de l'un de ces cratères, une structure se dessinait. Il zooma encore. Toute la partie nord de la crête de ce cratère était couverte d'un énorme bâtiment au spire élancé vers le ciel. Il zooma encore. C'était clairement un bâtiment de l'Imperium, des Monkeys. Il avait cette architecture gothique, futuriste, typique, avec des flèches d'acier décorant les toits et les fenêtres, et des statues des héros guerriers de cet empire primitif. Il fit défiler l'hologramme de ses doigts, semblant chercher quelque chose. Mais Ranea observait en silence, captivé par la vision. Le bâtiment dégageait une lumière chaude, orangée par ses fenêtres. L'extérieur était plutôt sobre, gris sombre, poussiéreux, comme le reste de cette petite lune sans atmosphère. Des canons étaient parfois dressés vers le ciel, accrochés à des tourelles pouvant pivoter sur elles-mêmes. Jacques trouva une large porte dominant une baie d'atterrissage. Là, il pointa du doigt la baie. On ouvre le portail du saccageur, juste devant, et on fait exploser la porte à coups de blaster et de canon désintégrateur. La dépressurisation va créer suffisamment de chaos pour qu'on... Oui, alors non, justement. Le portail de la toile du saccageur ne marche pas. Sharktan se figea, abasourdi, à la fois par l'annonce, mais aussi par son culot de lui avoir coupé la parole. Quoi ? L'appareil qui permet au saccageur d'ouvrir des portails depuis la toile vers l'espace réel était situé vers l'avant du vaisseau, notamment dans l'éperon nasal. Il a été totalement broyé par la puissance du choc, et j'ai réparé ce que j'ai pu, mais plusieurs composants arcaniques sont détruits, et ce genre de choses ne se répare pas facilement, il coûte sacrément cher. Tu te fous de moi ? Il tapa du poing sur la console de bord. L'image tressauta, et Mesranea grimaça, visiblement inquiète pour le tableau de bord. Tu ne pouvais pas le dire plus tôt ! Pardon, monseigneur, j'ai essayé, mais c'était un peu délicat, j'allais pas interrompre votre beau discours. Sharktan l'attrapa par la gorge. Il la souleva et serra. Son gantelet d'acier à l'armure tranchante étrangla Mesranea dans une douloureuse étreinte. Elle écarquilla les yeux de surprise et de peur. Boosté par sa propre souffrance, Sharktan la souleva du sol d'un seul bras, comme s'il ne pesait rien. Tu as esquivé mon courroux jusqu'à présent, car tu t'es révélé un peu plus utile que le reste des vauriens qui m'entourent. Mais sache que si tu commences à me décevoir, ou si tu continues à te montrer insolente, alors plus rien ne te protégera. Il resserra sa prise encore et l'approcha de son visage. De moi. Et avec dédain, il la jeta sur le sol de métal froid. Elle roula avec violence tout en reprenant son souffle paniqué. Content de son effet, Sharktan se détourna d'elle et descendit du saccageur d'un bond agile. Il s'éloigna sans regarder en arrière. Sharktan entra dans la pièce sombre dans laquelle il avait passé tant de temps. Une odeur de sueur et de sang flottait dans l'air et avait remplacé celle de la poussière. Il observa le lit défait devant lui. Il eut comme des petits flashbacks, se revoyant dedans, souffrant, hurlant. Cela semblait si lointain et en même temps si proche. Encore actuel d'ailleurs. Il souffrait toujours autant, mais il semblait avoir fusionné avec celle-ci, comme s'il la digérait et l'assimilait. Il s'approcha du lit et caressa des doigts les draps. Il sentit la température se baisser autour de lui. Une voix spectrale et moqueuse demanda « Alors, le spectacle est-il terminé, Archonte Sharktan de la cabale de la lame de ronce ?» Un rire sombre. « J'ai comblé vos désirs. J'ai scellé le pacte. À vous d'honorer votre partie, » dit-il. Il sentit l'ambiance se refroidir plus encore. Il se tourna. Un visage fantomatique se trouvait juste devant lui. Aucune bouche, ni nez, ni sourcils. Juste 2 énormes trous noirs à la place des yeux, et ses longs cheveux blancs tombant sur un torse sombre. Cette vision aurait sûrement terrifié le Sharktan du passé, mais aujourd'hui, cela ne lui fit rien. Il eut l'impression de voir des enfants jouant à terreur. Ce jeu puéril où le but est de tuer un esclave fragile simplement en lui faisant peur. Sharktan lui-même n'y avait pas joué car il était né adulte, directement sorti d'une cuve de gestation pour renforcer les effectifs de sa cabale. Mais ils avaient vu les enfants des bien-nés le faire. Enfanter et éduquer un enfant Eldari était un luxe incroyable, uniquement réservé à l'aristocratie de la cabale. Et ces enfants, une fois adultes, faisaient généralement partie de l'élite des guerriers cabalites, composant la garde rapprochée des dirigeants de la cabale.
Peut-être qu'un jour Sharktan lui-même aura la chance d'élever son propre rejeton. Un rêve. Non pas qu'il ait un quelconque instinct paternel, mais c'était une telle démonstration de puissance et de richesse que cela parlait à son ambition démesurée. L'idée qu'on puisse faire de nombreux clones à partir de ses futurs enfants légitimes, et que son visage se reproduise un petit peu partout dans la société comorite, cela lui plaisait. En attendant, il devait parler avec ses mandragores, et elle commençait à l'énerver. Il se rappela cependant du pacte. « Nous ne serons jamais tes esclaves », avait-elle dit. « Je veux conduire un raid dans l'espace réel. J'ai ma localisation, le lieu, la cible, mais le portail de mon saccageur est brisé. » Il attendit quelques instants, fixant les orbites vides du monstre en face de lui. N'ayant aucune réaction, il continua. « Ouvrez-moi un portail depuis les ombres, suffisamment grand pour faire passer mes troupes et le saccageur, et suffisamment longtemps pour avoir le temps de tout piller et de ramener un maximum de ressources. Vous êtes les bienvenus dans cette attaque, et vous pourrez même garder tout le butin que vous trouverez. » Nous pouvons voyager à travers les ombres, mais il nous est difficile d'ouvrir et maintenir un large portail. Et le gros portail qu'on a brisé en rentrant, pourriez pas le réactiver? En combinant vos forces, par exemple, je pourrais même y adjoindre le générateur de portail du saccageur. Aucune réponse. Allons, je sais que c'est possible. Je l'ai déjà vu par le passé. Un grondement. Sharktan sentit la haine refleurir en lui. J'ai bu votre satanée fiole, j'ai souffert le martyre pendant des semaines, et je souffre encore. J'ai défié la mort, et même l'assoiffé en personne. J'ai fait ma part! Hurla-t-il au visage sombre devant lui. Maintenant, honorez votre parole. Travaillons en partenariat, ma cabale et vous, comme promis. Ouvrez ce portail, tuez, pillez, terrorisez, amusez-vous comme vous l'entendez, et faites-nous rentrer avec tout le butin. Mais tenez votre parole! Le visage se fendit lentement d'un large sourire verdâtre, comme si la terre s'ouvrait en un canyon surnaturel. Un rire lent et spectral commença et se diffusa autour de lui. Le visage recula, ainsi que toute la silhouette, qui, après être entrée dans les ombres plus denses derrière elle, disparut purement et simplement. Le rire s'intensifia. Sharktan se sentait bouillir de rage. Elle se moquait de lui, et il détestait cela. Mais soudain, une voix lui dit « Tu auras ton portail, Archon Sharktan, de la cabale de la larve de ronce. » Sharktan traversa l'espace de la grande pièce d'un pas vif. Tout le monde s'était rassemblé dans la pièce à la suite de son discours, en armes et armure, et attendait les autres instructions. Il bondit agilement sur le pont du saccageur éteint. Il avança vers Mesranea qui se tenait au poste de pilotage. Elle se décala légèrement pour lui laisser de la place. Il la bouscula presque pour prendre les commandes. « Il a intérêt à démarrer, ou je jure que tu iras porter un message à l'assoiffé en personne. » Mesranea ne dit rien. Il le regarda pianoter sur le tableau de bord. Un bourdonnement lent se fit entendre. Les moteurs s'allumaient. Il y eut un frétillement d'énergie dans la voile. Le vaisseau quitta le sol, comme en apesanteur. Il atteint une altitude d'1 mètre, 1,50 m et se verrouilla dans l'espace. Les moteurs se stabilisèrent. Sharktan jeta un regard vers Mesranea. Elle le regardait avec dédain, colère presque, tout en se massant la gorge. Il fut surpris de sa force de caractère. La plupart des Drukhari qu'il avait battus ou menacés comme il l'avait fait avec elle se comportaient désormais avec stupeur et tremblement, de crainte de le froisser à nouveau. Ou ils étaient morts. Peut-être serait-ce le sort qu'il devra lui réserver. Sharktan prit les commandes et fit voler le saccageur vers la droite, face au portail brisé. Puis il le fit glisser latéralement pour le mettre perpendiculaire au Drukhari qu'il observait, un peu partout autour de lui. Il pianota et la planète qu'il avait observée plus tôt se réafficha. Il lâcha les commandes et recula. Il se mit à descendre vers le pont, mais lorsqu'il passa près de Mesranea, il se pencha vers elle et lui murmura « Montre-moi que tu n'es pas totalement inutile, et affiche sur la voile les images de la planète et des lieux dont je parlerai pendant le briefing. » Elle hocha la tête d'un coup sec et retourna au poste de pilotage. Sharktan descendit sur le long ponton. Il se plaça au centre, les mains sur les hanches. Il s'était lavé après s'être éveillé de son long sommeil de torture.
et son armure était désormais moins cabossée et d'un gris plus net. Ses cheveux d'un vert pétant qu'il avait reteints fraîchement. Son regard noir qui balayait l'espace, toujours entouré de son tatouage acéré. Tous les spectateurs approchèrent pour mieux l'écouter. Ceux plus loin prévinrent les autres hors de portée, puis approchèrent en courant. Il attendit en silence. Hart sortit lentement de son atelier, le dos voûté, s'essuyant ses mains sanguinolentes avec un linge gris. Sharktan les regardait approcher. Lorsque l'essentiel de sa cabale fut là, il commença. « Mes amis, êtes-vous prêts pour notre tout premier raid dans l'espace réel ?»« Ouais !» répondit une clameur générale. « Parfait. J'ai la cible idéale. Clendicon 6B. » Et il se tourna pour désigner la voile du saccageur. En parfaite synchronicité, Mezranea fit apparaître l'image de la planète sur la voile. Bien que celle-ci soit essentiellement un outil de captage et de redirection de l'énergie afin de piloter le saccageur, il était aussi équipé de petits projecteurs vidéo permettant d'afficher des images ou des motifs de camouflage, très utiles pour le combat ou pour la communication visuelle en général. Sharktan se tourna vers la foule à nouveau. Il y avait là une vingtaine de guerriers Drukhari, dont Cosidrion, Kaeruit et le Dr Hart. Et continua. Deuxième satellite de la 6e planète du système Clendicon, cette petite lune abrite un hôpital Monkey. L'image derrière lui zooma sur la surface de la planète, révélant ainsi la grande structure gothique perchée sur le flanc du cratère. Hart se redressa lentement, se dépliant comme une fougère lorsqu'il entendit le mot « hôpital ». Bien que le concept de soigner des inconnus pour qu'ils aillent mieux soit une idée totalement étrangère et bizarre pour les Drukhari, Hart savait que c'était ce qui se rapprochait le plus d'un atelier des moncules pour cette sous-race. Sharktan continua. Clendicon 6 a été la proie d'une Wag Orc qui amena la guerre pour presque 200 ans sur sa surface. Cet hôpital a été installé sur cette lune pour soigner les blessés en toute sécurité. Depuis, la Wag a été vaincue, et bien qu'il reste des problèmes avec les orques sur la surface, le conflit est sous le contrôle des humains. L'hôpital est donc rempli à un faible pourcentage de son effectif maximum la plupart du temps. Il lui arrive parfois de récupérer de grosses cargaisons de blessés de la part de croiseurs en transit vers des zones de combat. Mais la plupart du temps, il abrite quelques dizaines de milliers de blessés. À cela, il faut ajouter plusieurs milliers de femelles Monkey combattantes, que ceux-ci appellent des sœurs de bataille hospitalières. Adepta sororita, dans leur langue gutturale primitive. Sharktan vit les regards de son auditoire se lever pour regarder la voile. Il se tourna et fut surpris de voir que Mezranea avait réussi à afficher une image d'une sœur de bataille sur la voile. Un extrait d'une vidéo d'arène où l'on voyait 3 femelles Monkey dos à dos, dans des armures noires épaisses avec des bolters en main. Leurs cheveux blancs ivoire coupés courts ou en bol ondulaient sous le recul de la détonation de leurs armes énormes. Sur leur visage, une expression de haine et de dégoût déformait leurs traits. La vidéo tournait en boucle, légèrement ralentie, donnant un air très cinématographique et dramatique à ces ondulations de cheveux. Sharktan regarda Mezranea avec un petit sourire. Elle lui renvoya un regard froid et dur. Il se mit à marcher sur le ponton en désignant la voile. Ces femelles sont particulièrement dangereuses. Malgré le fait que le dimorphisme sexuel des humains ait plutôt tendance à privilégier la force physique des individus mâles, celles-ci possèdent une détermination, un entraînement physique, une certaine résistance à la douleur, et surtout une foi qui les pousse à privilégier la mort plutôt que de souiller l'honneur de leur divinité primitive, leur empereur-dieu cadavre. Par conséquent, elles sont assez appréciées à la revente. Ces qualités guerrières en font des souffre-douleurs durables et des adversaires d'arène intéressants. Il arriva au bout du pont et fit demi-tour d'un pas toujours aussi lent. La mission est donc très simple. Les mandragores vont nous créer un portail nous permettant d'arriver directement dans le complexe. Je veux que vous rameniez le plus de captifs et de combattants possible. Cosidrion et Kaeruit, vous étiez avec moi lorsqu'on avait raidé cette lune la dernière fois. Cela fait quelque temps, mais les choses n'ont pas dû beaucoup évoluer depuis la dernière fois. Les humains sont une race peu inventive. Vous allez donc diriger une escouade chacun. Chargez les fusils de munitions paralysantes. On n'est pas là pour juste faire un bain de sang. Voici l'objectif. Ramenez tous les blessés suffisamment sains pour être torturés ou infectés. Ramenez un maximum de sœurs de bataille neutralisées. Et enfin, ramenez tout le matériel médical que Hart trouvera utile. Hart, viens là.
Tu vas expliquer ce dont tu as besoin dès que j'ai fini. Hart ondulait comme jamais, pas juste du visage comme d'habitude, mais de tout son long corps, comme un serpent. Il se mit à taper ses mains comme un applaudissement, mais seulement en se faisant se rencontrer le bout de ses doigts. Sharktan continua. On frappe vite, on frappe fort, et lorsque les renforts ennemis deviennent trop importants, on se replie en sécurité avec le butin. Les guerriers kabbalites qui ne seront pas choisis par Kosidrion et Kereruit pour intégrer leur escouade, vous resterez ici, et vous vous tiendrez prêts à réceptionner les captifs et le butin. Hart était déjà en train d'avancer vers lui pour prendre la parole. Shark le regarda pousser les guerriers kabbalites comme des hautes herbes. Il hocha la tête silencieusement. Autant conclure et lui laisser la place. J'attends de vous une efficacité maximum. Je serai devant à guider l'assaut avec Kosidrion et Kereruit. Quiconque fera preuve de lâcheté, de stupidité ou de faiblesse sera au mieux abattu sur le champ, au pire ajouté à la masse de captifs qui seront infectés par la nervifage. Battez-vous comme si c'était le dernier raid de votre vie. Et sur un hochement de tête, il conclut, tandis que Hart escaladait le bord du saccageur avec une agilité étrange. Hart donna ses prérogatives. Puis Kosidrion et Kereruit composèrent 2 escouades de guerriers kabbalites. Chacun se préparait à l'assaut. Certains se maquillaient ou s'apprêtaient, d'autres prenaient des drogues diverses. D'autres encore se lacéraient dans des rituels masochistes assimilables à un échauffement ou à des préliminaires amoureux. 2 heures plus tard, 2 douzaines de Drukhari se tenaient sur les côtés du saccageur Eton, une escouade sur chaque flanc. Dessus se tenaient Hart et une bête étrange, verdâtre, humanoïde. L'orque modifié de Hart qu'il tenait en laisse. Sa tête était masquée par un casque intégral, et des câbles se plantaient dans son dos et étaient reliés à son crâne. Ses muscles paraissaient encore plus massifs, turgescents et striés de veines. Il respirait très profondément et lentement. Hart le regardait avec attention. Derrière, Mezranea se tenait au poste de pilotage, les mains au-dessus des commandes. Sharktan était à l'avant du saccageur, au poste d'artilleur, les commandes de l'énorme canon désintégrateur en main. Devant, 7 mandragores se tenaient droit, immobiles et fixaient le saccageur. Tout le monde était juste devant un mur de briques sombres, mais autour duquel des runes étaient inscrites. Les ruines du portail. Sharktan fit un signe de la tête aux créatures en contrebas, puis il se tourna et fit le même geste à Mezranea au poste de pilotage. Elle se mit à pianoter sur son tableau de bord. Les mandragores se décalèrent sur le côté, tandis qu'une énergie noire se mettait à crépiter vers le nez du saccageur. Le portail essayait de déchirer le voile séparant cet espace avec le monde réel. Normalement, un ovale crépitant aurait dû apparaître, permettant au vaisseau de traverser. Mais pour l'instant, il n'y avait que ces éclairs sombres. Une des mandragores s'approcha d'eux et se planta à quelques centimètres du moteur. Sharktan l'observait avec angoisse. Elle se saisit soudain d'un éclair à main nue, comme si elle attrapait un poisson. L'éclair se tortillait dans ses mains. Les runes sur son corps s'illuminèrent soudainement et elle écrasa l'éclair entre ses mains. Puis elle écarta celle-ci, et entre elles se tenait un petit cercle sombre. Les autres mandragores se jetèrent à leur dessus et attrapèrent les flancs pour les tirer. Ils les déchirèrent sous leurs assauts en longues bandes, comme un papier peint que l'on arrache, ou comme de la peau qui s'étirait, sauf qu'ils déchiraient de l'air, et que de l'espace sombre au milieu remplaçait la réalité. Ils déchiquetaient les parois de ce cercle crépitant, élargissant encore et encore pour en faire un portail. Une personne aurait pu passer déjà, mais ils tiraient encore. Tous regardaient ce portail s'ouvrir avec envie. De son poste de tir, juste devant le portail, et en hauteur, Sharktan guettait. Il semblait voir des silhouettes dans les ombres du cercle crépitant. Une lumière derrière le voile, une lumière orangée. Alors que le portail s'agrandissait encore et encore, le pont entre les dimensions se stabilisait. Le sol carrelé de la pièce de Komorrag se métissait désormais avec un dallage d'acier de l'hôpital gothique. Un éclairage orangé se mettait à percer les ténèbres de la pièce de la Cabale. Les silhouettes se précisaient. Soudain, une voix humaine, lointaine. Xenos Maleficia! Xenos Maleficia! Imperator me protegat! Bien que Sharktan ne comprenait pas le langage guttural et simpliste des monkeys, il savait que ce cri devait être un appel à l'aide, voire une alerte lancée. Le chronomètre était donc en route. Cabale de l'alarme de Ronce! À l'assaut! Et il ouvrit le feu, alors que son vaisseau, ainsi que toutes ses troupes, s'élançaient en avant pour passer le portail. C'était le 8e épisode des Chroniques de l'Alarme de Ronce et le premier de la saison 2. Dans cette saison, comme je vous l'ai dit, nous allons mener des raids dans l'espace réel, et nous allons commencer directement par un raid contre des sœurs de bataille. Sauf que ce raid ne sortira pas totalement de mon imagination, mais sera bel et bien joué.
En effet, j'ai sorti mes figurines pour affronter l'armée sœur de bataille d'un ami, et c'est donc les dés qui ont décidé de la mort ou la survie de tel ou tel personnage. Pour ne pas louper cet épisode exceptionnel, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous, c'est le meilleur moyen de me soutenir. A bientôt pour de futures aventures.